Donc, je vais maintenant chercher Claude Lelouch, qui va également lire deux autres lettres, les deux dernières lettres de cet Instagram live. Je vous rappelle que nous aurons jusqu'au 19 juillet tout un tas de rendez-vous sur cette rafle des 16 et 17 juillet 1942, avec des témoignages, avec un film, Le Sac de billes, qui sera diffusé le 16 juillet au soir sur le site internet du mémorial, et puis différents rendez-vous avec des témoins, avec Serge Klarsfeld. Donc continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Internet. Et nous allons maintenant continuer avec Claude Lelouch, qui, j'espère, est en train de se connecter et qui va nous rejoindre d'une seconde à l'autre. C'est vrai que la rafle du 16 et 17 juillet 42 est une plaie béante dans l'histoire de la France, parce que ça s'est passé en France, comme le disait Denise Tavernier. Et c'est important de le rappeler, de montrer de quoi l'homme a été capable, y compris dans notre pays, dans notre beau pays qui est une grande démocratie. Mais voilà, il faut savoir que ça s'est passé, ça s'est déroulé en France. Et que dans certaines périodes, l'homme est capable du meilleur et il est capable malheureusement du pire. À travers l'histoire de la Shoah, comme à travers l'histoire des autres génocides dont le mémorial parle régulièrement. Malheureusement, c'est du pire. Ah, Claude Lelouch, d'abord, je suis vraiment, vraiment, vraiment très impressionné de vous rencontrer, même à travers mon petit téléphone. Et je voudrais vraiment vous dire à quel point nous sommes honorés que vous nous consacriez ce temps. Et Claude Lelouch, je sais que pour vous, c'est pas simplement de l'histoire. Vous avez, vous, une perception encore de cette période? Vous l'avez traversée? Vous pouvez nous en dire quelques mots? Mais écoutez, j'ai eu la chance. Je dis la chance parce qu'après, ça permet d'apprécier l'essentiel, de connaître cette période et de passer à travers les gouttes surtout. C'est surtout ça qui fait que je suis avec vous aujourd'hui et que je peux vous parler. Mais c'est vrai que sous l'occupation, j'étais recherché avec ma mère par la Gestapo et elle me cachait dans les salles de cinéma. C'était un des rares endroits où on n'arrêtait pas encore les gens. Et c'est vrai que pendant toute l'occupation, j'ai traversé la France du nord au sud, de l'est à l'ouest, puisque les caches ne duraient pas très longtemps. Il fallait vite partir d'un endroit dès qu'on arrivait, parce qu'il y avait trop de gens qui parlaient, il y avait trop de gens bavards, il y avait trop de gens qui vous dénonçaient. Donc on n'était jamais en sécurité. Donc j'ai passé effectivement les 2 années séparées de mon père qui était à Alger, qui était resté à Alger. Et donc pendant 2 ans avec ma mère, on a eu la chance de passer à travers les gouttes, voilà, de la Gestapo. Sinon, je ne serais pas là. Mais est-ce que c'est aussi pour ça que la Seconde Guerre mondiale est souvent présente dans vos films? Ben oui, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Quand je fais les uns et les autres, je parle de ma mémoire. Je parle de toutes ces histoires dont on parlait à la maison, dont j'ai été directement ou indirectement le témoin. Et c'est vrai que les uns les autres, Le Bon et les Méchants, Les Misérables, tous ces films qui parlent de l'occupation, de l'avant, du pendant et après la guerre, font partie de ma mémoire. Voilà, de ma mémoire. Alors, c'est à la fois la mémoire de mes parents, la mienne, celle de mes amis, de ce qu'on parlait à la maison, et toutes ces anecdotes épouvantables que nous avons tous connues. J'ai essayé de temps en temps d'en parler dans mes films. Voilà. Mais j'espère, Claude Lelouch, qu'un jour vous viendrez faire une conférence au mémorial sur ce sujet, parce que moi j'ai plein de questions à vous poser sur vos acteurs fétiches, comme Charles Denner, qui ont pour moi une relation avec l'histoire de la Shoah qui est aussi extrêmement forte. Et parfois on a l'impression que
certains acteurs qu'on va retrouver comme vos acteurs fétiches ont un lien aussi direct avec cette histoire et qu'il y a comme en tous les cas, quelque chose qui n'est pas dit, mais qu'on sent en filigrane dans vos films. Ben oui, vous savez, moi j'ai pris l'habitude de parler de ce que je connaissais. Je crois que tous mes films, tous les personnages de mes films sont des gens que j'ai croisés d'une façon ou d'une autre. Après, je les ai filmés à ma façon. J'ai peut-être un peu exagéré les choses, vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai pas menti. J'ai pas menti. J'ai exagéré, sûrement. J'ai essayé de mettre du lyrisme, j'ai essayé de mettre de la poésie pour atténuer tout ça. Mais à chaque fois que j'ai parlé effectivement de ces hommes et ces femmes qui ont ponctué mes 50 films, c'est des gens que j'ai eu la chance de rencontrer. Je suis rien d'autre qu'un reporter. Vous savez, je suis pas un metteur en scène, je suis un metteur en vie. Je suis un metteur en vie et tous les personnages que j'ai filmés, c'était pas des héros ni des salauds. J'ai envie de dire qu'ils étaient un peu moins dégueulasses que les autres, qui m'ont intéressé un peu plus. Voilà. Claude Lelouch, vraiment, j'espère qu'un jour on vous retrouvera à Mémorial pour parler de tous avec ces plaisir, sujets parce que avec c'est plaisir. passionnant, c'est vraiment passionnant. Alors vous allez lire une lettre et c'est de ça dont il s'agit d'une dame qui est Madame Stabrit qui a été arrêtée avec ses trois filles, Anna, Ginette et Evelyne, tandis que son mari Magère et n'est pas passe entre les mailles du filet avec son fils. Et donc cette dame écrit une lettre à Madame Le Testu. C'est une personne chez qui la famille Stabritz avait un temps trouvé refuge, parce que comme le disait Denis Tavernier tout à l'heure, on ne pouvait pas écrire à sa famille parce qu'on les mettait directement en danger. Donc souvent on écrivait aux voisins pour pouvoir toucher la famille. Et donc c'est aux voisins que cette première lettre est destinée. Oui. Alors voilà, c'est au Veldiv, le 18. Ma chère Madame Le Testu, 2 mots pour vous faire savoir dans quelle situation nous nous trouvons. Nous sommes au Veldiv, avec tant d'autres, milliers de femmes avec enfants mutilés. Je suis ensemble avec ma sœur de Clichy, la sœur de mon frère aussi, avec leurs enfants. Nous sommes dans une situation terrible, inimaginable. Combien de malades? Nous n'allons pas rester longtemps ici car on va sûrement nous envoyer dans des camps. Et la chose la plus terrible, c'est qu'on a peur d'être séparés de nos enfants. C'est si affreux. Est-ce que grand-père va chez vous et Hélène aussi? Quand nous serons au camp? J'essaierai de vous écrire et j'espère que vous m'enverrez des paquets. J'ai oublié tant de choses. Je vous suis très reconnaissante et je vous remercie beaucoup du coup de main, de l'aide que vous m'avez donnée et j'espère qu'on se reverra un jour. Un bonjour de ma part, des enfants, de ma sœur, et si vous avez des nouvelles de mon mari, attendez que je sois au camp et vous aurez l'amabilité de me l'envoyer. Strabit. Oui, c'est terrible parce qu'il faut rappeler qu'il y a plus de 11 000 enfants juifs qui ont été déportés depuis la France. Cette histoire, en tous les cas, l'incarne, puisque Chifra et ses filles vont être transférées au camp de Pithiviers. De Pithiviers, elles seront transférées ensemble au camp de Drancy. Et la mère et les trois filles seront déportées dans le convoi 21 qui va quitter Drancy pour le camp d'Auschwitz-Birkenau, où toutes seront assassinées et aucune ne reviendra. Et c'est donc quelqu'un qui remettra cette lettre au mémorial, où elle est pieusement conservée en décembre 2003. Claude Lelouch, vous allez nous lire une seconde lettre écrite par un homme qui s'appelle Abraham Moïse Stulzaft, dit Maurice, qui est lui arrêté avec sa femme, Faiga, lors de la rafle du Veldiv. Faiga Flora, enceinte de 3 mois, est relâchée par un gendarme bienveillant, parce qu'il y en a eu aussi qui ont levé la tête au moment où il fallait lever la tête, ou qui n'ont pas regardé exprès parce qu'ils ne voulaient pas s'associer à tout ce qui s'est passé à cette période. Donc certains ont traîné des pieds pour permettre à d'autres de pouvoir s'enfuir du Veldiv. Donc Abraham est envoyé au Veldiv et
c'est de là que va être écrite cette lettre. Ma chère petite Flora, combien je serais heureux de savoir que tu es bien rentrée à la maison et que tu ne vois pas dans quel état de désolation se trouvent des milliers de femmes et enfants, sans parler des hommes qui, eux, doivent pouvoir supporter toutes les misères inimaginables. La nuit, je n'ai pas fermé les yeux. Il n'y avait pas de place pour s'allonger, et les bruits, les cris et pleurs des enfants. Déjà, chaque femme et ses enfants est un monde de misère. Jamais on n'aurait pu imaginer pareille chose. Parce qu'elle est pire que des bêtes, sans aucune hygiène, 2 cabinets toujours occupés par des milliers de personnes. Il faut attendre des heures son tour. Pour l'eau, c'est pareil. Si l'on ne sort pas d'ici le plus tôt, les gens seront tous malades. Pourtant, on s'occupe de nous. Hier, on nous a distribué du pain, 2 fois, du bouillon cube, même du macaron bien cuit, un bout de chocolat et un petit gâteau. On nous gâte. On ne sait pas ce qu'on fera de nous. Combien de temps resterons-nous ici? Pour le moment, nous sommes en train de se raconter l'un à l'autre ces misères. Je suis avec un monsieur qui me connaît bien et te connaît aussi. Il est Vlkovic. Sa femme est restée à la maison parce que malade et couchée. Il te prie si tu peux aller la voir et l'encourager un peu. Il craint que quand elle ira un peu mieux, on la prendra aussi. Si tu la vois, dis-lui qu'en cas qu'elle serait prise, il faut qu'elle prenne une couverture chaude avec un oreiller, c'est très utile. Aussi qu'elle prenne la petite montre et bracelet, ainsi que les fils, qu'elle sait, une gamelle et pullover. Si tu peux aller la voir, écris-lui un mot de suite. Voici son adresse. Reinkel, 28 rue de Belleville, 20e. Quant à moi, j'ai pris avec moi assez de choses. Beaucoup des gens n'en ont pas autant. Il est maintenant près de 8 heures du matin, ce que le temps est long. J'ai lu un peu, mais je n'ai pas beaucoup de patience pour lire. On parle ici que la Turquie est entrée en guerre. Les uns disent que c'est contre la Russie, les autres contre l'Allemagne, que la France a déclaré la guerre à l'Angleterre, ou le contraire, si ce n'est pas l'Amérique. Tu vois que nous savons tout sauf la vérité. J'ai le courage, bien que le moral est déprimé à la vue de tant de procédés inhumains. Encore une fois, si tu es à la maison, je suis heureux pour toi. Prends soin de toi. Moi, je ferai de même avec l'espoir de nous revoir un jour. J'espère faire sortir cette lettre bientôt. Bien de choses à tous les voisins. Tu peux leur donner la lettre à lire. Je pense à tout et leur remercie de leur sympathie. Ton mari, Maurice. Voilà, c'est une lettre terrible parce que il faut savoir qu'il est transféré à Bonar-Holland et à Pithiviers et il sera déporté à Auschwitz par le convoi 13 le 31 juillet 1942. C'est-à-dire 15 jours après. C'est une machine, c'est un rouleau compresseur, un génocide. C'est une machine administrative qui se met en place et en 15 jours, il s'est retrouvé déporté dans un centre d'extermination pour y être assassiné. Alors, lui, il avait eu 2 enfants d'un premier mariage, Marcel, qui sera finalement aussi arrêté et déporté en février 1944, et Hélène, un autre enfant du premier mariage, qui sera élevé par Flora, son épouse, qui, elle, a eu la chance de survivre avec son bébé et qui ont trouvé refuge à Saint-Maurice. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter les quelques mots sur lesquels vous avez buté, parce qu'en fait, on a affaire à des juifs étrangers qui parlaient en hébreu. Alors, qui parlaient souvent mal le français, qui utilisaient du yiddish, de l'hébreu ou leur langue maternelle. Et donc, la langue est dans les lettres, la langue est comme ça. Et donc, merci en tous les cas de ne pas avoir corrigé les fautes d'orthographe, parce que vous avez tout à fait respecté le texte d'origine, la lettre qui a été écrite par ce monsieur. Et c'est vrai que ces documents d'archives, je sais, ils nourrissent également
non seulement des recherches, mais ils nourrissent des films, ils nourrissent des expositions, et ils nourrissent aujourd'hui la transmission, parce que lorsque tous les témoins de la Seconde Guerre mondiale auront disparu, les documents d'archives seront des outils très importants pour une institution comme le Mémorial, pour transmettre l'histoire de la Shoah. Et merci Claude Lelouch de redonner voix à ce monsieur. Grâce à vous, il a existé encore quelques minutes. Vous avez non seulement permis de rappeler cette page d'histoire, mais vous nous avez permis de rappeler la mémoire et l'histoire de ce monsieur, de cette famille. Et pour ça, vraiment, merci 1000 fois Claude Lelouch. J'espère à bientôt au Mémorial. Très vite, je vous le promets. Ça me fera très très plaisir. J'aurai plein d'histoires à vous raconter. Bon, voilà. Écoutez, et moi, plein de questions à vous poser, Claude Lelouch. D'accord. Merci beaucoup, merci 1000 fois. À très bientôt, Claude Lelouch. Merci beaucoup. Prochainement sur cet écran, comme on dit. Voilà. Absolument. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers amis, on va se séparer sur les paroles de Claude Lelouch. Je voudrais vous dire qu'on va continuer ces rendez-vous. On va se retrouver autour de cet événement du 16 juillet, déjà le 16 juillet, pour la date anniversaire. Nous allons avoir nous allons ponctuer cette journée de plusieurs rendez-vous, de témoignages, de films, etc., jusqu'à la commémoration officielle du 19 juillet. Voilà, je vous salue. Je voudrais rendre un petit hommage à Luciole, Liliane Klein-Libert, une grande résistante juive qui a passé des milliers d'enfants, qui s'est éteinte cette nuit. Donc je voudrais lui rendre hommage. À très bientôt à tous et merci de nous avoir suivis. Au revoir.